Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. Un masque adapté à la pratique sportive. Il est actuellement testé ici même en principauté avec les volleyeuses de l'AS Monaco que nous avons suivies. Il s'appelle Steve Stievenard. Il est le premier Français à avoir traversé la Manche aller-retour. Un défi sportif pour délivrer un message environnemental. Il sera notre invité ce soir. Nous reviendrons également sur les temps forts de la Monaco Ocean Week. Et puis après Xiaoxing-Yang, Quentin Antonielli essaiera de décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo à Varese, en Italie. Le rameur monégasque nous dévoilera ses ambitions. Nous ouvrons donc ce journal avec cette victoire décrochée par les volleyeuses monégasques au stade des Moneghetti, 3-7-1 face au stade Laurentin. Un match qui aura aussi permis de tester un masque spécifique plus adapté à la pratique du sport. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni étaient sur place. À réduire au maximum la gêne occasionnée par le masque sur un joueur lors d'un match, mais tout en respectant les règles sanitaires. Voici l'objectif de ce nouvel élément en phase de test. Mercredi soir au stade des Moneghetti, les volleyeuses monégasques et laurentines s'apprêtent à débuter leur match du côté rouge et blanc avec ce nouveau masque en question. C'est un masque qui a été créé exprès pour la pratique du sport. Donc nous, ce soir, on va l'essayer et ça nous servira, on espère, par la suite pour que tout le monde puisse reprendre le sport correctement. C'est pour en fait montrer que le sport a toute sa place dans cette lutte contre la crise sanitaire. En fait, on sait que le sport en souffre énormément. Le but de ce masque est de permettre une grande respirabilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir des efforts intenses sans être asphyxié. On est en train de mener des tests avec l'Institut Biscord de Sophia Antipolis, avec le professeur Oswirs, pour calculer tous les effets que le masque a sur le corps. Saturation en oxygène, lactémie, potassium, etc. Les résultats de ces tests seront connus prochainement, affaire à suivre donc. Et ces masques étaient portés au cours de ce match qui opposait les joueuses de l'AS Monaco Volley à celles du Stade Laurentin. Peu d'enjeux, mais Monaco s'est imposé à domicile, 3-7 à 1. Match au retour, puisqu'à l'aller, Monaco avait été battu. On sera dans la première poule de maintien. Donc on se déplacera pour jouer, on conservera les scores des matchs allés des équipes qu'on a déjà rencontrées. On ira jouer match aller-retour face à des équipes qu'on ne connaît pas encore. Et on verra bien à l'issue de cela ce qui se passera. La saison aura donc été marquée par un verbe, s'adapter, match reporté, suspicion de cas, gestion des mesures sanitaires, mais de la vie générale, le plus dur aura été de jouer sans le soutien et l'appui du public. Et si les volleyeuses monégasques ont l'opportunité de pouvoir poursuivre leur saison, ce n'est pas le cas de tous les championnats, Sandrine Nègre. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, les conséquences de la crise sanitaire se poursuivent avec l'arrêt des championnats amateurs annoncés. Les divisions amateurs ou semi-professionnelles ne pourront donc pas reprendre le chemin des terrains. Plus de rencontres de National 2 masculine et de 2e division féminine. Football, basket, les disciplines touchées sont, vous l'imaginez, nombreuses. Un mot à présent sur cet événement qui a eu lieu pendant la Monaco Ocean Week. La signature précisément d'une convention de partenariat entre la Fondation Prince Albert de Monaco, représentée ici par son vice-président Olivier Venden, et la Fondation Sancta Devota, représentée par le colonel Luc Fringant. Convention qui vise à protéger les phoques moines, d'où ces images du Monk Seal Alliance en fond. Un autre rendez-vous est également proposé au profit des océans. La vente aux enchères Experience the Ocean, co-organisée par la Fondation Pure Océan et Drouot Digital. Vente jusqu'au dimanche 28 mars. Objectif, lever des fonds pour soutenir des projets de recherche scientifique afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes marins. Découverte des lots et vente sur le www.drouotonline.com. Merci Sandrine. Et le programme de cette Monaco Ocean Week est assez dense. Conférences et débats rythment cette semaine dédiée aux océans en principauté. Exemple avec cette table ronde organisée par la Mission pour la transition énergétique au Yacht Club de Monaco hier. Un rendez-vous qui avait pour invité Guillaume Pitron, journaliste français et expert en géopolitique. Plus de détails avec Fabien Bonilla sur des images d'Alexandra Marangoni. Transition énergétique et impact sur les ressources sont-ils deux objectifs conciliables?
Voici le thème de cette rencontre débat. En résumé, que doit-on faire lorsque l'on sait que les énergies dites propres génèrent quand même de la pollution lors de la construction et du recyclage? La conférence a été suivie en ligne. Sur la scène, 6 intervenants. Cette table ronde était animée par Annabelle Jaeger-Sédou, directrice de la MTE. De la même façon qu'on a été créatifs pour faire plein de choses désastreuses, eh bien soyons créatifs pour faire plein de choses merveilleuses en sachant. Donc c'était aussi un petit peu l'objectif de ce soir. Et je crois qu'on l'a prouvé avec les intervenants autour de la table. Il y a un foisonnement de créativité autour de ces objectifs de transition énergétique. Donc mettons cette créativité au service d'une transition durable, sobre, et ayant le moins d'impact possible sur les ressources. L'invité principal de cette conférence, Guillaume Pitron, journaliste français au Monde diplomatique, Géo ou encore National Géographique. Guillaume Pitron est spécialiste de la géopolitique des matières premières. Il a, lors de cette conférence débat, effectué une analyse et apporté des solutions concernant les impacts environnementaux des extractions minières nécessaires aux énergies propres. Je pense que pour réussir la transition énergétique, il faut d'abord commencer par comprendre l'impact réel, écologique de toutes ces technologies dont on dit qu'elles sont propres. Comme elles ne sont pas propres, il faut avoir les études, les analyses de cycle de vie, les labels qui permettent de mieux appréhender la réalité écologique de ces technologies. Il faut également mieux sourcer l'origine des matériaux qui permettent de fabriquer toutes ces technologies vertes, de façon à limiter l'impact écologique de l'extraction du minerai et de son raffinage. Il faut également développer l'économie circulaire. Il faut également penser à des nouveaux matériaux, à des substituts, de façon, encore une fois, limiter notre utilisation de certaines matières premières et la remplacer par l'utilisation d'autres matières qui sont moins écologiquement impactantes. Donc il y a tout un tas de solutions qui peuvent être mises en œuvre très vite, de façon à ce qu'on réussisse la transition écologique. Cette rencontre débat sera à retrouver très prochainement sur le site et les réseaux sociaux de la Mission pour la transition énergétique. Faisons plus ample connaissance à présent avec un homme hors du commun. Stef Stievenard est devenu l'été dernier le premier Français à réaliser la traversée de la Manche aller-retour. Un exploit sportif qui avait également pour but de sensibiliser la population à la pollution plastique. Présent à Monaco, il a tenu à nous faire part de son histoire ce soir. Bonsoir Stef Stievenard. Bonsoir. Avant de revenir sur vos engagements pour l'environnement, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce défi que l'on surnomme l'Everest de la natation ? C'est surtout un rêve d'enfant que j'ai réalisé à plusieurs reprises et notamment cette année avec la double traversée de la Manche qui a duré 34h45. Donc voilà, c'est à la suite d'une déception amoureuse. Il fallait que je rebondisse, je trouve quelque chose à me raccrocher pour repartir de l'avant. Et donc grâce à cette traversée de la Manche, je me suis relevé et j'attaque plein de nouveaux défis maintenant aux 4 coins de la planète et c'est super, la nage en eau libre, c'est extraordinaire. Comment vous vous êtes préparé pour ce challenge? Comment on s'entraîne? Vous êtes un grand nageur à la base ou pas du tout? Non, pour la petite histoire, je ne suis pas nageur, donc il n'y a que 4 ans que je nage. Donc ça laisse aussi beaucoup d'espoir aux gens comme moi qui veulent se lancer dans la nage en eau libre parce que c'est accessible à partir du moment où on s'entraîne et on fait le protocole. Et donc oui, non, pour la petite histoire, ça fait pas longtemps que je nage. Et vous vous êtes entraîné comment du coup pour préparer ce challenge? Alors, il faut savoir, pour la traversée de la Manche, on n'a pas le droit aux combinaisons. Donc le règlement, c'est bonnet de bain, lunettes et maillot de bain. Donc j'ai pris du poids aussi volontairement pour me faire une combinaison naturelle, si je puis dire. Comme les phoques, je me suis inspiré aussi des loups de mer qui font... C'est ce qui vaut votre surnom justement. Exactement, les Anglais m'ont donné le surnom du phoque parce que j'ai un régime alimentaire basé sur le poisson gras. Et donc je consomme 1 kg de poisson gras par jour. Et donc j'ai pris énormément de poids, mais en fait ce poids me sert en tant qu'isolant et carburant à la fois pour faire la traversée de la Manche. Il remplace la combinaison en fait. Exactement, j'ai fait du mimétisme de la nature, j'ai rien inventé. Et vous avez eu des peurs, des craintes pendant vos traversées, nager de nuit par exemple, il faut s'y préparer, quelles ont été les difficultés ? Oui, bien sûr, la nage de nuit est très compliquée parce que la perception est complètement différente. On n'a pas de les mêmes repères qu'en plein jour, bien évidemment. Donc il faut s'entraîner énormément la nuit. Après, il y a le trafic maritime qui est conséquent. Il y a 450 porte-containers qui traversent tous les 24 heures. Donc on slalom entre des porte-containers. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a les méduses. Nos amis les méduses, elles sont parmi nous. De plus en plus maintenant, liées au réchauffement climatique. Donc il faut s'habituer à ces piqûres à répétition. Donc je
m'entraîne volontairement en Angleterre dans des bancs de méduses aussi pour, entre guillemets, m'immuniser aux piqûres ou pouvoir mieux gérer, si vous voulez, les piqûres à répétition. Et puis la pollution plastique ou la pollution en général, j'ai eu une petite mésaventure dans ma deuxième nuit de nage, dans mon retour, au bout de 27 heures de nage, j'ai la tête coincée et le bras coincé dans un filet de pêche qui était abandonné à la dérive. Donc ça a été très difficile. Bon, là j'ai reçu un message de la vie en me disant voilà, toi tu as le bateau à côté de toi au cas où si tu as un problème, mais une baleine, un phoque, un dauphin n'a pas cette chance-là. Donc j'ai pris comme vraiment un message pour être le porte-parole, pour protéger tous les animaux marins qui sont malheureusement impactés par la pollution plastique et la pollution en général. Oui, ce défi est un défi personnel, mais il a également pour vocation de faire circuler un message pour la protection de l'environnement. Oui, bien entendu, ça fait une dizaine d'années que je fais de la sensibilisation environnementale auprès des écoles parce qu'il y a urgence aujourd'hui. Les enfants subissent cette pollution, ils n'ont rien demandé à personne. Donc l'idée aussi de ces défis, c'est de mettre en lumière cette pollution et de trouver des synergies avec des acteurs du secteur. Et c'est pour cela que vous avez créé la fondation Stop Plastic Pollution ? Voilà, exactement. Stop Plastic Pollution, c'est 4 fondamentaux. Donc la sensibilisation environnementale. Les objets qui sont collectés lors des ramassages servent de manière artistique avec les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants sur l'art. Donc eux s'expriment aussi avec ces moyens pour faire passer un message auprès des parents et des pouvoirs publics. Et il y a un axe sur la recherche scientifique. C'est aussi de donner l'opportunité à travers cette fondation d'emmener avec nous des chercheurs qui n'ont pas forcément des gros moyens, de venir avec nous en expédition, de pouvoir étudier la faune et la flore endémique de là où on va. Et le défi sportif aussi pour mettre en lumière un peu tous ces projets. Et c'est la raison de votre présence aujourd'hui à Monaco, hein. Oui, je suis venu pour l'Ocean Week et je trouve ça extraordinaire cette semaine et tout l'engagement qui est fait par Monaco pour l'environnement et cette pollution plastique en Méditerranée qui est dramatique. Donc l'idée, ce serait vraiment que tous les pays qui sont au bord de Méditerranée prennent l'exemple sur Monaco et les initiatives qui sont prises par Monaco et le Prince. Voilà, je suis tout cœur avec cette démarche et je me revois complètement par conviction profonde à travers cette fondation et c'est voilà pour ma présence aujourd'hui à Monaco et puis aussi pour m'entraîner parce que pour la petite histoire, je m'entraîne à Monaco l'hiver, bon pas maintenant au Larvaudo parce que la plage est fermée, mais je nage le long du solarium pour m'entraîner pour mes défis parce que la température l'hiver, elle est peut-être un peu froide pour les Monégasques, mais pour moi elle est top. Elle est top parce que c'est la température idéale pour moi parce que c'est les températures du mois de juin chez moi en face de l'Angleterre. Et donc ça me permet de faire des très très longues distances en toute sécurité, c'est-à-dire du 6h, 8h, 10 heures d'entraînement. Donc voilà, j'adore m'entraîner ici, il y a des bonnes énergies, et voilà. Eh bien merci beaucoup Steph Stievenhart de nous avoir accordé un peu de temps pendant votre passage en Principauté. Merci infiniment. Coup de projecteur à présent sur cette opération à l'hôtel de Paris, elle s'appelle Cherry Blossom et rend hommage à l'arrivée du printemps au Japon, caractérisé par la floraison des cerisiers. Alors quel est l'objectif de cet événement réalisé au profit de la Fondation Prince Albert de Monaco? Élément de réponse avec Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Transformé en jardin zen et fleuri, le patio de l'hôtel de Paris Monte-Carlo accueille jusqu'au 10 avril le raffinement de la culture et des traditions japonaises. Cet événement sur le thème du cerisier du Japon est initié par la fondatrice de The High Life Monaco. Les fonds récoltés tout au long de l'opération seront entièrement reversés à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Je trouve que le symbole était intéressant. On parle du printemps, du renouveau, de l'esprit du renouveau qui tient à cœur aussi à la Fondation et c'est un petit peu l'esprit de ce que l'on fait en période post-Covid. Donc l'ensemble des fonds qui vont être levés grâce à cette opération qui va durer plusieurs jours en Principauté permettra à la Fondation de renforcer ses projets en Méditerranée afin de lutter contre les pollutions plastiques. Le lancement de cette manifestation s'est déroulé en présence du souverain. Une des spécificités de cette manifestation, c'est qu'au-delà du lancement aujourd'hui, ensuite les gens pourront en permanence venir, accrocher des vœux dans les arbres. Et à la fin de cette période, il y aura un prêtre japonais qui viendra, qui brûlera tous ses vœux. La fumée montera au ciel et les vœux seront exaucés. Et comme disent les Italiens, si non è vero è ben trovato, non ? Que les vœux se réalisent ou pas, en attendant, il est possible jusqu'au 10 avril de déjeuner en plein air autour de mets japonais. De nombreuses animations sont également disponibles, comme la composition florale, de l'origami, de la calligraphie ou encore, entre autres, la personnalisation d'éventails japonais. On retrouve Sandrine Nègre pour un point sur l'actualité en Principauté. On débute Sandrine avec ces changements du côté des services des titres de circulation.
Vous le savez, à présent, il est indispensable de prendre rendez-vous afin d'effectuer des démarches dans les différents services de l'administration monégasque. C'est dorénavant le cas aussi pour le service des titres de circulation. Depuis lundi, il faut passer par le site de téléservice du gouvernement pour prendre rendez-vous pour toutes les démarches les concernant. Écoutons à ce sujet la chef du service, Aurélie Perry. Nous proposons aux usagers de les recevoir uniquement sur rendez-vous, ce qui leur permet de choisir en fonction de leur disponibilité le jour et l'heure qui leur convient le mieux, et puis de se rendre au service et d'être accueillis sans attente, ce qui permet de fluidifier l'accueil que nous réservons aussi bien aux monégasques qu'aux résidents et puis également aux entreprises, associations qui veulent réaliser une démarche. Il peut s'agir d'une immatriculation, d'une vente, mais également d'un permis de conduire. Et donc la troisième grande catégorie de démarches que l'on peut réaliser au service, il s'agit de demander un titre professionnel pour exercer la profession de chauffeur, que ce soit taxi, chauffeur de grande remise ou chauffeur de transport de marchandises ou de personnes. La prise de rendez-vous est donc simple et rapide sur le site qui s'affiche au bas de votre écran. Cette information pratique à présent sur les travaux en principauté et leurs conséquences. De vendredi 19h à samedi 22h, une portion du boulevard de Belgique sera fermée, portion qui se situe au niveau du chantier Palais Honoria, du rond-point qui marque le croisement entre les boulevards du Jardin Exotique et les boulevards de Belgique jusqu'au parking Bozio. Les usagers de la route qui veulent se rendre au CHPG doivent emprunter la rue Bozio ou l'avenue Pasteur pour y accéder. Avis aux usagers des bus, suppression des arrêts Belgique le temps des travaux. Pour rejoindre le CHPG, prendre la ligne 3 et non la ligne 5. Et enfin, Monaco renforce ses liens avec une commune italienne, Sandrine. Après Ostende, en Belgique, d'où la fameuse avenue d'Ostende à Monaco, Luciana en Corse, terre natale de Sainte-Dévote, une ville sera bientôt jumelée avec la principauté de Monaco à quelques kilomètres après la frontière italienne d'Olciacqua. Le conseil communal a validé à l'unanimité ce jumelage. Les relations qui unissent les deux communes sont historiques, preuve de ces liens. Le prince Albert II est citoyen d'honneur de la commune italienne. La célébration de ce jumelage devrait avoir lieu en 2023. Merci Sandrine. Nous sommes à plus d'une centaine de jours des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est d'ailleurs aujourd'hui, à Fukushima, qu'a débuté le relais de la flamme olympique qui doit arriver à Tokyo le 23 juillet pour la cérémonie d'ouverture. En attendant, les compétitions qualificatives pour les Jeux se multiplient. Vous le savez, la pongiste monégasque Xiao Xingyang a décroché son précieux sésame dernièrement. Qu'en est-il des autres athlètes? Où en sont-ils ce soir? Nous nous sommes intéressés à l'aviron. Bonsoir Quentin Antonielli. Bonsoir. Vous serez en Italie à partir du 5 avril prochain pour participer à la régate européenne de Varèse en Italie, une compétition qualificative pour les Jeux. Comment vous vous sentez à une dizaine de jours de ce rendez-vous? La pression commence à monter, la liste des engagés est sortie hier, donc j'ai vu tous les concurrents qui étaient engagés contre moi. Et oui, ça commence à faire monter la pression, les choses deviennent réelles et j'ai hâte d'y aller. Et je me sens plutôt en forme en ce moment. Donc après les tests nationaux de la semaine d'il y a 2 semaines, la forme commence à monter aussi. Le plateau est relevé, Quentin? Le plateau, oui, est relevé. Il y a entre autres le grec qui est finaliste au championnat d'Europe en 2020 et qui est demi-finaliste au championnat du monde en 2019. Le Finlandais qui était demi-finaliste au championnat d'Europe, et d'autres gros clients dont l'Israélien, le vainqueur des championnats du monde indoor de cette année, qui est belge. Et oui, on sera 16 engagés. Et il y a une chance quand même de pouvoir décrocher son billet pour Tokyo. Quelles sont les conditions justement pour obtenir ce précieux sésame? Alors les conditions du coup c'est de finir dans les 3 meilleurs européens. Donc c'est des conditions assez dures. C'est peut-être jouable. J'ai déjà battu, pas la plupart, mais une bonne moitié des gens qui sont engagés sur la compétition. Et on est à peu près du même niveau. Je les ai battus, ils m'ont battu. Le meilleur sur la journée va l'emporter, quoi. Donc c'est assez incertain. J'ai peut-être des chances et je peux peut-être passer à côté aussi. Il y a une carte à jouer. Vous avez réussi à reprendre un entraînement normal sur l'eau, prendre part à d'autres compétitions. Vous nous parliez des tests nationaux à Libourne.
Oui, alors normalement je suis en Angleterre, je m'entraîne en Angleterre à Oxford, dans mon université, d'Oxford Brookes. Et en Angleterre, on a eu quelques soucis pour monter sur l'eau et pour pratiquer le sport tout simplement. Donc j'ai dû rentrer en France en novembre, suivre tous les cours en distanciel. Et en France, à Monaco, puis à Lyon, sur le centre d'entraînement de l'équipe de France, à Lyon. Et depuis novembre, j'ai les conditions pratiquement normales, entre guillemets, parce que l'entraînement en salle, du coup, se fait seul. Et quand on est sur l'eau, en général, on ne fait pas de bateau long non plus, donc on rame pas à plusieurs, on rame tout seul. Mais ça, comme ma catégorie, c'est le skiff, je suis assez habitué. Et comment on arrive à rester motivé, Quentin? En juillet dernier, vous nous confiez que ce report des Jeux allait vous permettre de travailler encore plus, d'atteindre un meilleur niveau. Est-ce que c'est le cas? Oui, ouais, je me suis rarement senti aussi en forme. J'ai l'impression que techniquement, j'ai passé un cap, donc ça fait plaisir. Le report fait pas forcément du bien, mais je dirais que oui, ça m'a permis de travailler un petit peu. Ouais, votre objectif reste les Jeux. Est-ce que la qualification récente de la pongiste Xiao Xingyang est une motivation aussi pour vous, le fait qu'elle ait ouvert la voie? Ah oui, c'est vraiment une motivation. Ça montre que c'est possible d'être sportif à Monaco et de se qualifier pour les Jeux par la grande porte. Donc j'en avais parlé avec le comité olympique il n'y a pas longtemps, et c'est ce que je disais, c'est vraiment le rêve de se qualifier aux Jeux par la grande porte et d'y aller avec plusieurs autres sportifs. Donc je pense aux autres aussi qui vont essayer de suivre l'exemple. Un mot, Quentin, sur cette année particulière aussi pour la Société nautique de Monaco, avec la disparition de votre président Jean-Marc Giraldi et la récente nomination de Mathias Raymond à sa succession. Oui, donc Jean-Marc va être vraiment regretté à la Société nautique. C'est quelqu'un qui a amené beaucoup de bien, qui a fait avancer le club de plein de façons différentes. Mais je pense que Mathias a les épaules pour retenir la Société nautique au niveau où Jean-Marc l'a amené. Et rendre fière la Société nautique avec une possible qualification prochaine pour les Jeux. Eh bien, merci infiniment, Quentin Antonielli, d'avoir été avec nous ce soir. Et bien évidemment, on suivra de près vos résultats en Italie. Et on l'espère, une possible qualification pour les Jeux de Tokyo. Au revoir. Restons dans le sport et prenons la direction de la Slovénie. La Roka Team est arrivée aujourd'hui à Ljubljana pour le match retour en Eurocup face à Podgorica. On retrouve Frédéric Hélion sur place. Frédéric, on peut le dire, c'est une rencontre déterminante pour la suite de la compétition. Effectivement, Émilie, la Roka Team joue tout simplement son avenir européen ici en Slovénie face à Podgorica. Je vous le rappelle, la rencontre a été délocalisée pour raisons sanitaires puisque les Monégasques auraient dû faire une septaine à leur retour en France si le match s'était déroulé à Podgorica. Après la défaite cruelle dans les toutes dernières secondes avec ce tir assassin de Justin Cobbs à 2 secondes du buzzer lors du match 1, la Roka Team n'a plus le choix. Elle doit obligatoirement s'imposer demain soir lors du match 2 ici en Slovénie pour continuer de croire en son rêve européen. C'est un match très important, peut-être le plus important de la saison pour l'instant pour nous. Ils ont réussi à nous battre il y a 2 jours, donc je pense que c'est un match qui te double. C'est comme ils disent win or go home, donc c'est un match qu'on doit forcément gagner. On connaît les gars, tout le groupe de compétiteurs, j'imagine que vous n'avez pas envie de vous arrêter là tout simplement. Non, je pense qu'on a un bon groupe. Aussi on a réussi à faire des très bonnes choses dans l'Eurocup. Et voilà, c'est à nous de trouver un moyen de gagner demain, et je pense qu'on va jouer avec nos forces, on va essayer de faire un meilleur match que mardi. Ça va être quoi les ajustements à faire justement? On a vu que sur le match 1, ils avaient fait un gros chantier au rebond notamment. Faire le boulot au rebond, être mieux défensivement sur les pick and roll aussi. Et voilà, juste être agressif aussi offensivement. Je pense qu'on n'a pas assez passé la balle à l'intérieur comme on aurait pu. Et je pense qu'on va essayer de faire ça demain pour essayer de remporter le match demain soir. Et la Roka Team va découvrir la salle ici à Ljubljana ce soir avec un premier entraînement. Un deuxième sera prévu demain matin. Avant donc ce match décisif, Émilie, coup d'envoi à 18 h demain. Merci Frédéric. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette rencontre dans notre édition de samedi. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Sandrine ?
Les prévisions seront clémentes pour ce vendredi 26 mars où les Larissa seront à l'honneur. Un ciel légèrement voilé le matin qui devrait céder sous la pression du soleil dès la mi-journée. Belle fin de semaine en perspective avec un mercure compris de 9 à 14 degrés et des journées qui rallongent encore et toujours. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Dans quelques instants, un nouvel épisode de votre rendez-vous sportif, 15 minutes avec Paula, avec pour invité aujourd'hui Charles Leclerc. Pour refermer ce journal, nous vous emmenons ce soir dans les coulisses de la journée internationale du jazz qui sera célébrée le 30 avril prochain. Instant volé avec le guitariste John McLaughlin. Photo signée Michael Alési. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.